C'est parti. Donc, on a fait des rappels sur les vecteurs la semaine dernière. Donc, vous avez toutes les vidéos sur la playlist de la classe, sur YouTube. Je vais vous envoyer les liens. Donc, vous pouvez les reprendre tranquillement. Dans les contenus du cours de jeudi dernier, j'ai mis également en pièce jointe la trace écrite de ce qui avait été fait en classe. Alors, je me suis aperçu tout à l'heure que j'ai mis au format Word. Je vais essayer de vous le remettre au format PDF. Parce que je sais que vous n'avez pas tous Word et peut-être vous n'arriverez pas à lire les formules. Mais en tout cas, regardez Pronote, donc dans les contenus de la séance de jeudi dernier. Attention, c'est pas dans les devoirs, c'est dans les contenus. Vous avez les pièces jointes, en pièce jointe, la trace écrite de ce qui a été vu en classe, ce qui correspond aux vidéos aussi sur YouTube. Voilà, j'espère que vous arriverez à vous retrouver là-dedans. Donc la semaine dernière, pour ceux qui n'ont pas trop pu se connecter, on a fait essentiellement des rappels sur les vecteurs, plutôt de seconde, d'accord? J'aurais pu encore rajouter des choses, c'est presque sans fin. Donc il faut qu'on avance dans le programme. Donc aujourd'hui, on va parler de ce qui est au programme de la classe de première, c'est-à-dire du produit scalaire. Alors, je ne sais pas si certains l'ont vu, j'ai déjà mis sur Pronote le début du cours, d'accord? Enfin, la trace écrite de tout le cours. Donc en fait, juste pour vous présenter ce qu'on va faire, le produit scalaire, il y a un aspect, disons un petit peu algébrique avec des calculs, c'est surtout ce qu'on va faire maintenant. Il y a un aspect géométrique qu'on va aborder également dans cette leçon, mais disons il y a un aspect qui fait intervenir des angles, et ça on va pas le faire tout de suite, puisqu'il faudra qu'on voit d'abord la trigonométrie. Donc quand on fera la trigonométrie, il y aura un petit paragraphe où on verra encore des petites choses en plus sur le produit scalaire. Ok, donc dans l'ordre de ce qu'il nous reste à faire cette année, donc le produit scalaire, donc on va dire allez, cette semaine, la semaine prochaine. Ensuite, je vous attaque la fonction exponentielle. Ok. Et il restera comme chapitre, disons, à faire la trigonométrie et les applications de la trigonométrie au produit scalaire. Ça, ce sera pour la fin de l'année. D'accord? Disons à partir du 7 ou du 8 juin, on devrait attaquer ça. Donc bon, on a un programme assez dense jusqu'à la fin de l'année. D'autant qu'on ne sait toujours pas par rapport au bac français à quelle sauce vous allez être mangé. Donc voilà, on va essayer d'avancer. Donc là, vous allez voir, c'est un chapitre, si vous êtes à l'aise avec les vecteurs, avec les bases de l'année dernière, qui n'est pas si compliqué. Et qui est important parce qu'il a pas mal d'applications. Alors, bon là j'étais en train de vous rédiger une petite preuve maison du théorème de Pythagore, mais pour l'instant je mets ça de côté. Donc j'ai mis aussi dans le Pronote hier, je ne sais pas si vous l'avez vu, en devoir pour aujourd'hui, j'ai mis ce que vous voyez à l'écran, là, en demandant éventuellement de le lire, si vous y avez accès. Donc je vais faire des petits commentaires, donc on va enrichir un petit peu ce cours, qui pour l'instant est brut, c'est vraiment une trame. Donc je vais faire des commentaires et on va essayer de comprendre un petit peu ce que c'est que le produit scalaire. Donc on va le définir, on va faire des petits calculs et des petits exemples ensemble, pour démarrer. Alors déjà, on se place dans un repère orthonormé OI. Alors ça c'est fondamental. Dès qu'on parle de produit scalaire, d'accord, on va travailler systématiquement dans un repère orthonormé. Qui peut me rappeler ce que c'est un repère orthonormé? Alors vous pouvez prendre la parole via le micro, c'est peut-être plus simple, d'accord? Essayez d'un petit peu participer. Alors surtout ceux qui sont restés à la maison aujourd'hui, ceux qui reviennent de cours, bon, ils sont un peu crevés. Je me mets à leur place. Alors qui c'est qui peut m'expliquer ce que c'est qu'un repère orthonormé? Je vous écoute. Monsieur Bouquet, tiens, par exemple, est-ce que vous vous souvenez ce que c'est qu'un repère orthonormé? Non, Monsieur Bouquet s'en souvient pas. Alors, ou alors... Voilà, alors en fait, un repère orthonormé, grosso modo, avant même qu'on ait parlé de vecteurs, vous voyez, O, grand I et grand J, ce sont des points, c'est 3 points du plan. Donc vous avez un axe des abscisses, un axe des ordonnées, ces deux axes sont perpendiculaires. Le mot ortho en grec, ça veut dire droit, ça veut dire perpendiculaire, grosso modo. Et normé, ça veut dire que l'unité de longueur sur vos deux axes est la même.
C'est-à-dire que la distance OI est égale à la distance OJ. Plus exactement, la longueur OI est égale à la longueur OJ. D'accord? Ceci étant défini, ceci étant posé, je vous rappelle que on définit deux vecteurs de base, le vecteur petit i, le vecteur petit j. Donc petit i, c'est le déplacement horizontal quand on va de O vers I, et petit j, c'est le déplacement horizontal quand on va de O vers J. Mais alors J, le point. Ok? Et une fois qu'on a fait ça, on peut déterminer ce qu'on appelle des coordonnées de vecteurs. On a déjà revu ça ensemble. Alors, on va attaquer tout de suite le produit scalaire. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut un petit peu faire attention parce que ça peut être source de confusion chez vous. Donc, regardez la définition. Donc, je prends un vecteur U quelconque, j'appelle ses coordonnées x et y. Je prends un vecteur V quelconque, j'appelle ses coordonnées x' et y'. Donc, j'ai précisé quoi dans ce que je suis en train de vous montrer? Que x, y, x', y' sont des nombres réels sur lesquels on ne sait rien. D'accord? Donc ces quatre nombres réels, ça veut dire que U et V peuvent être vraiment des vecteurs quelconques, éventuellement nuls même. Qu'est-ce que le produit scalaire de U et de V? Alors déjà, regardez, je l'ai surligné ici en jaune, c'est un nombre. Donc quand on calcule un produit scalaire de deux vecteurs, on n'obtient pas un vecteur, mais on obtient un nombre. Donc attention, c'est pas une opération comme l'addition. Alors je vais tout de suite l'écrire en commentaire. D'accord? Alors, attention, le produit scalaire de deux vecteurs n'est pas un vecteur, mais un nombre réel. D'accord? Donc ce n'est pas une opération, donc le produit scalaire n'est pas une opération au sens des opérations habituelles. Quand vous ajoutez deux vecteurs, ça doit donner un vecteur. D'accord? Ce n'est pas une opération donc au sens classique. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas grave, Émile. La somme de deux vecteurs est un vecteur. Donc ça, c'est une opération classique. Ajouter deux vecteurs, ça donne un vecteur. Mais c'est pas le cas pour le produit scalaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a appelé scalaire. Pourquoi pas produit tout court? Parce que si on l'avait appelé produit, on se serait attendu à ce que le produit de deux vecteurs donne un vecteur. Ok, d'ailleurs, il existe un tel produit. Hein, vous le verrez quand vous serez plus grand, ça s'appelle le produit vectoriel. Ici, le mot scalaire signifie en fait nombre réel. D'accord? Donc qu'est-ce qu'un produit scalaire? C'est un produit dont le résultat va être un nombre réel. Et j'insiste beaucoup là-dessus. D'accord? Donc on vient d'inventer une multiplication de deux vecteurs, mais le résultat, c'est pas un vecteur. Alors on va voir à quoi ça sert. Vous avez déjà vu en fait une opération un petit peu analogue, c'est ce qu'on appelle le déterminant. Le déterminant de deux vecteurs, on l'a revu ensemble, etc. C'est un petit calcul qu'on fait. Et le résultat, c'est un nombre réel. D'accord? C'est pas un vecteur. Donc on prend les coordonnées des vecteurs, on fait un calcul, et ça donne un nombre. Ok? Donc le déterminant, c'est aussi une sorte d'opération qui n'est pas une opération classique. Donc on peut d'ailleurs faire des parallèles entre le produit scalaire et le déterminant. On va le noter. Il existe des parallèles. Alors des parallèles, c'est pas des droites parallèles, hein, c'est des comparaisons, quoi. Je vais peut-être écrire des comparaisons entre la notion de produit scalaire et de déterminant. D'accord? De deux vecteurs. Donc ce sont des choses un petit peu particulières. Alors comment ça fonctionne? Regardez, c'est pas très difficile. Donc vous avez deux vecteurs U et V, d'accord? U donc a pour coordonnées x, y, V a pour coordonnées x', y'. Qu'est-ce que le produit scalaire U scalaire V? Ben regardez, il faut effectuer ce calcul-là. Alors, un petit commentaire, ben, c'est tout bête. Vous multipliez les abscisses entre elles, vous multipliez les ordonnées entre elles, et vous ajoutez. D'accord? Alors j'avais mis des petits exemples dans le cours, on va en faire d'autres ensemble, d'accord? Donc je vous donne des petits calculs à faire, vous avez la formule ici, en fait, il suffit d'appliquer la formule.
Alors c'est parti. On va commencer par des simples. Hein. Peut-être agrandir si c'est peut-être un peu petit. Hein. Voilà, on va agrandir l'écran. Je vais enlever le ruban. Ça on verra peut-être la formule. Enfin, on verra. Donc ça, vous le notez. Alors soit vous l'avez déjà imprimé. Voilà. Parce que je ne vais pas vous garder la formule à l'écran. Hein. Donc voilà comment il faut faire. Je vous laisse 2-3 minutes pour noter si vous voulez. Sur un brouillon. Et ensuite, j'enlèverai la formule à l'écran. Ok, donc vous le notez rapidement au brouillon. Alors, est-ce que j'ai accepté tout le monde dans la salle ou est-ce qu'il y en a qui sont encore en attente? Non, c'est bon. Ben, vous écoutez, vous êtes 24 sur 35. On a perdu un tiers en route. Peut-être qu'ils sont dans le bus encore. Un petit sondage. Qui était au lycée? Tiens, je vais vous envoyer un petit sondage. J'étais au lycée aujourd'hui. Pour savoir... Allez, vous me répondez s'il vous plaît. J'étais au lycée aujourd'hui, oui ou non? Bon, ben, c'est un peu partagé, hein. C'est moite-moite. Bon, j'espère que vous avez eu le temps de prendre un petit goûter. Alors, voilà, j'espère que vous avez copié la formule. Je vous mets un petit calcul à faire ici, d'accord? Donc là, vous voyez ce que je suis en train de modifier là. Donc vous allez essayer de calculer le produit scalaire des deux vecteurs avec les nombres qui sont écrits ici. Allez, c'est parti. Donc voilà, je vous ai donné deux vecteurs U et V. U a pour coordonnées 1,5 et 6. V a pour coordonnées 4 et 1 tiers. Donc vous essayez de faire le calcul au brouillon. Vous avez les exemples juste au-dessus. Allez, à vous. Bon, c'est vraiment simple, hein, c'est juste l'application de la formule. Donc on multiplie les abscisses entre elles, les ordonnées entre elles, et on ajoute tout ça. À vous. Je vous laisse une petite minute pour faire ça. Alors, vous avez réussi ou il y en a qui ont eu du mal? Dites-moi. Ah, monsieur Bouquet, on démarre doucement. Je suis désolé si c'est trop facile. Voilà, allez, on va faire le calcul ensemble. 1,5 fois 4, plus 6 fois 1 tiers. Ok. Alors, qu'est-ce que ça donne, effectivement? Ça donne 2 plus 2.
Ça fait bien 4. Voilà. Oui, monsieur Bouquet, vous venez de faire 2 plus 2. Ok. Alors, monsieur Avenir a eu des soucis d'ailleurs pour faire 2 plus 2, on dirait. Hein. Voilà. Mais c'est pas grave. Il faut se chauffer les méninges. Ça va rentrer. Alors, je vous en donne un petit peu plus difficile, hein, puisque monsieur Bouquet se plaint que c'est trop facile. Hein. On va lui faire plaisir. Ouais, je sais, Baptiste. Le niveau a beaucoup baissé ces derniers temps. Ah, ça arrive, ça arrive. Ça arrive même au meilleur. Ce truc qui m'énerve, voilà, excusez-moi, j'arrive pas à modifier ce que je veux. Qu'est-ce qu'il me fait? Monsieur Gilbert, pas de commentaires s'il vous plaît. Oui, ça arrive à tout le monde. Je vais prendre ça m'énerve. Allez, un petit peu plus difficile alors. 1 plus racine de 3. D'accord, qu'est-ce qui m'écrit là? Attendez, j'ai des petits soucis. Je sais pas ce qui se passe. Ça y est, je sais. Ok. Ici, on va mettre -1. Et pour le vecteur V, on va prendre... On va prendre 1 plus 1 moins racine de 3. C'est non, là ça marche. Et là, on va prendre -2. Ok. Allez, à vous. Vous faites pareil, s'il vous plaît. C'est parti. Donc, vous calculez U scalaire V. Donc, pour l'instant, le produit scalaire, on le voit simplement comme une espèce d'opération abstraite. On nous demande de faire un calcul, on a une formule. Bêtement, on s'y plie, hein, on fait ce qu'on nous demande, gentiment. On est des bons élèves. Alors évidemment, vous doutez que cette formule a un intérêt et va avoir des tas d'applications. Géométriques, j'en passe et des meilleurs. Oui, ça fait 0, Théo, tout à fait. Alors, vous avez réussi à faire les calculs tous? Ça va, il y en a qui ont des difficultés avec ça? Fait un petit peu réviser les identités remarquables, hein, en fait. Alors, n'hésitez pas à vous manifester si vous n'y arrivez pas trop. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, encore une fois, on applique notre formule. Hein. 1 plus racine de 3, facteur de 1, moins racine de 3. D'accord, là j'ai multiplié les abscisses entre elles. Maintenant je multiplie les ordonnées et j'ajoute le tout. Plus -1 fois -2. Excusez-moi, je recommence. Ok, et on obtient donc, alors, pour la première multiplication, hein, 1 plus racine de 3 facteur de 1 moins racine de 3, il faut évidemment voir une identité remarquable, a plus b facteur de a moins b. Mademoiselle Méjean, c'est quoi la formule a plus b facteur de a moins b? Ça vous rappelle quelque chose? Alors, j'ai réveillé Paola, mais la pauvre, elle a travaillé toute la journée. Alors, je te demandais juste A plus B, facteur de A moins B. Tu sais, l'identité remarquable. A plus B, entre parenthèses, fois A moins B, entre parenthèses. Qu'est-ce que donne la formule? Très bien, Paola. A2 moins B2. Donc, en fait, ici, on va obtenir 1 au carré moins racine de 3 au carré. Donc, ça va donner 1 moins 3. Et enfin, le produit des ordonnées, ça donne 2. Et le tout donne 0. Alors on voit qu'un produit scalaire peut faire 0. Pour l'instant, j'ai obtenu un nombre positif, un nombre négatif. Est-ce qu'un produit... un nombre positif, un nombre nul,
un résultat nul. Est-ce qu'un produit scalaire peut donner un résultat négatif? C'est la question que je vous pose. Est-ce qu'on peut imaginer des vecteurs et le produit scalaire donne quelque chose de négatif? Est-ce que c'est possible? Je vous pose la question. Je vous laisse réfléchir. Donc il faut multiplier les abscisses, les ordonner entre elles. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose de négatif? Avec un exemple. Ou alors est-ce que c'est impossible? À vous de me dire. Je vous laisse un peu réfléchir. Oui, alors tout à fait, c'est possible. Est-ce que vous pourriez me donner un exemple? Mademoiselle Barthélemy ou Mademoiselle Huetto, est-ce que vous auriez quelque chose qui vous vient en tête? Voilà, il y a plein de possibilités où le produit scalaire va donner quelque chose de négatif. Avec des nombres entiers, si vous voulez, on va pas se casser les pieds. On va faire un dernier exemple, donc je vous écoute. Essayez de me proposer quelque chose qui va donner un produit scalaire négatif. Donc deux vecteurs. Alors, M. Bouquet a déjà un truc à proposer, donc il nous propose moins 2 et 1, si j'ai bien compris, pour le vecteur U. Et pour le vecteur V, il nous propose 1 et 1. Alors effectivement, si on fait ce calcul, vous allez obtenir un produit scalaire négatif. D'accord? Donc c'est à retenir, le produit scalaire, en fait, on ne peut pas savoir à l'avance ce que ça va donner. Ça peut donner quelque chose de positif, de négatif ou de nul. Alors bon, je vais refaire le calcul ici. Bon, c'est peut-être pas la peine, hein, si vous avez compris, on trouve moins 1. D'accord? Alors, remarque importante, c'est plus qu'une remarque, c'est une définition. Lorsqu'on a deux vecteurs et que leur produit scalaire est égal à 0, on dit que les vecteurs sont orthogonaux. D'accord? C'est le mot qui est officiel. Lorsqu'un produit scalaire fait 0, on dit que les vecteurs sont orthogonaux. Alors, on a déjà parlé du mot ortho. D'accord? Voilà. Alors, orthogonaux, normalement, ça veut juste dire que leur produit scalaire fait 0. Mais en fait, si on a choisi ce mot, c'est parce qu'il y a aussi un aspect géométrique. On va le voir juste après. D'accord? Alors, s'il y a un nombre impair de chiffres négatifs, c'est forcément négatif. Non, tu peux aussi avoir un nombre pair de nombres négatifs. Tu peux très bien, alors Théo, par exemple, ici, si je mets moins 1, en fait, c'est pas juste une multiplication. C'est vrai, Théo, quand tu as du temps, quand il y a un produit de plein de facteurs, on sait que si on a un nombre impair de facteurs négatifs, le produit est négatif. Mais là, c'est plus compliqué, il y a des additions aussi. Donc regarde le calcul que je viens d'écrire ici. Si tu fais le produit scalaire, ça fait moins 3. Et pourtant, j'ai deux facteurs négatifs. Hein. D'accord? Donc il ne suffit pas de compter le nombre de facteurs négatifs pour savoir si le résultat va être négatif. Comme il y a une addition, en fait, ça n'a rien à voir. Ok? C'est pas que des multiplications. Donc je reviens à mes moutons, donc avec l'autre Théo, qu'est-ce qu'on entend par orthogonaux? Pour l'instant, c'est juste une définition. C'est ce qu'on dit quand le produit scalaire fait 0. Mais comme j'étais en train de vous le dire, il y a un aspect géométrique. Il y a qui est un peu sous-entendu. Je l'ai rappelé tout à l'heure, ortho, ça veut dire quoi en fait? En grec? Ah, vous avez bien écouté ceux qui étaient là. Qu'est-ce que ça veut dire ortho en grec? Personne? Allez, orthodontiste, je vous en ai déjà parlé, non? Voilà, ça veut dire droit. Donc gono, alors gon, ça fait référence aux angles en fait. Hein. Trigonométrie, c'est l'étude des angles. D'accord? Donc là, la racine gon en grec, gonos, en fait, on le traduit en français par angle. Donc en fait, ça veut dire que U et V ont des angles droits. Donc on va le voir juste après, il y a un paragraphe sur les applications géométriques, mais déjà je vous le dis parce que le mot est évocateur. Donc quand un produit scalaire va faire 0, on va en déduire que les angles, que les vecteurs, en un sens, vont former un angle droit. D'accord? La réciproque, évidemment, est vraie. Hein, donc ça va être une équivalence. Et donc, ce qui est super, c'est qu'avec ce produit scalaire, par un simple calcul très simple, d'accord, M. Bouquet a trouvé ce qu'on faisait ridicule, vous voyez, on va avoir un moyen efficace de vérifier si on a des angles droits. D'accord? Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. D'ailleurs, on peut faire un parallèle avec le déterminant. À quoi ça servait le déterminant de deux vecteurs? Est-ce que vous vous en souvenez? D'un point de vue géométrique. Donc c'est ce qu'on a vu en rappel la semaine dernière. Quel est le lien entre le déterminant de deux vecteurs et un aspect géométrique qui concerne ces deux vecteurs? Qui c'est qui peut répondre?
Alors le déterminant, on l'a rappelé Théo, mais t'étais pas trop là la semaine dernière apparemment. Alors en fait, lorsque deux vecteurs sont collinéaires, c'est-à-dire proportionnels, on effectue un petit calcul, on appelle ça le déterminant, et on trouve 0. D'accord? Donc je t'invite à revoir ce qu'on a fait ensemble, c'est des rappels de l'année dernière. Alors justement, quand le déterminant de deux vecteurs fait 0, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux vecteurs? Qui est-ce qui s'en souvient? On l'a rappelé, voilà, les cours précédents. Monsieur Sass, vous en souvenez? Qu'est-ce qu'on peut dire lorsque le déterminant de deux vecteurs est égal à 0? Alors les vecteurs sont collinéaires, tout à fait, mais collinéaire c'est presque un... Alors, on est à la fois dans du calcul, hein, et en fait ça veut dire que les coordonnées sont proportionnelles, mais l'expression collinéaire aussi, elle a un petit aspect géométrique. En gros, si je dessine ces deux vecteurs, qu'est-ce que je vais observer? Je demande vraiment une caractérisation géométrique. Ouais, on peut les superposer, mais si je les dessine vraiment avec des points, voilà, on va obtenir en fait des droites parallèles. Alors ça peut former une seule droite, hein, si vous prenez des points qui sont tous alignés, mais en gros ce qui va se passer, c'est que vous dessinez deux vecteurs un peu où vous voulez, lorsqu'ils sont collinéaires, en fait, ils vont être portés par deux droites parallèles. D'accord? Donc pour résumer la situation, lorsque deux vecteurs ont un déterminant égal à 0, bah, ils sont portés, entre guillemets, on peut les représenter par des droites, ou en tout cas les faire figurer sur des droites qui sont parallèles. Et le produit scalaire, en fait, c'est exactement la même chose, si j'ose dire. Lorsque le produit scalaire est égal à 0, on peut dessiner des droites qui vont supporter ces vecteurs, et qui cette fois-ci vont être perpendiculaires. D'accord? Voilà. Alors le mot officiel pour ça, c'est des vecteurs orthogonaux. Donc il y a un aspect important, on va y revenir. Autre aspect super important, et notamment pour les sciences physiques. Alors j'ai le souvenir de ça parce que c'est une application qu'on ne vous montre pas tout de suite en maths, et j'ai bien regardé dans votre bouquin ou dans les programmes, c'est encore le cas. Il y a un aspect super important du produit scalaire, c'est ce qui est écrit ici. Donc je prends un vecteur U, donc je vous rappelle que U avait pour coordonnée XY, hein, j'aurais dû le recopier d'ailleurs. Donc on prend un vecteur U qui a pour coordonnée XY. Et qu'est-ce qui se passe quand je fais U scalaire I? Attends, je vais recopier ça. Ben regardez, si je fais U scalaire I, je vous rappelle que I c'est le vecteur de coordonnées 1, 0, hein, c'est le déplacement le plus élémentaire qui soit, je vais obtenir x fois 1 plus y fois 0. Et ça fait quoi? Ben ça fait x. D'accord? Si je fais la même chose avec U scalaire J, qu'est-ce que je vais obtenir? Ben, je vais obtenir y fois 0, pardon, je vais obtenir x fois 0 plus y fois 1. D'accord? Je vous rappelle que i a pour coordonnées 1, 0 et que j a pour coordonnées 0, 1. D'où les 0 et les 1 que vous voyez apparaître dans les calculs qui sont ici. Alors pour u scalaire j, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça va donner y. Autrement dit, x, l'abscisse du vecteur u, c'est le résultat de u scalaire i. Et y, c'est-à-dire l'ordonnée du vecteur u, c'est le résultat de u scalaire j. Donc quand on cherche les coordonnées d'un vecteur, d'accord, ça arrive souvent qu'on fasse ce calcul-là. Et je dis ça arrive souvent, parce que c'est ce que font les profs de physique quand ils vous font de la mécanique et qui cherchent par exemple les coordonnées d'une force. Alors on appelle ça les composantes en fait, d'accord? La composante selon la composante verticale, la composante horizontale, et ils écrivent des produits scalaires. Moi j'ai le souvenir d'avoir vu ça quand j'ai fait de la mécanique au lycée. Alors je sais plus si c'était en première ou en terminale, et je me souviens que j'avais vu le produit scalaire en maths, et qu'on n'avait jamais vu ça. C'est-à-dire qu'en fait, le produit scalaire permet aussi de trouver les coordonnées de quelque chose. Et ça, normalement, quand vous allez faire de la mécanique,
Alors je sais plus si c'est cette année ou l'année prochaine, quand vous allez écrire somme des forces égale vecteur nul ou égale masse fois accélération, bah, vous allez utiliser des choses comme ça. Alors ça sert beaucoup en maths aussi, mais plutôt en post-bac. Euh, Est-ce que vous avez fait ça en physique? Somme des forces égale... soit un équilibre, une situation d'équilibre, somme des forces égale 0, enfin vecteur nul, ou alors somme des forces égale masse fois accélération. Ouais, vous avez fait des exercices sur ça. Alors ça dépend s'il y a mouvement ou pas mouvement. S'il y a équilibre, vous avez somme des forces égale vecteur nul. Vous ne souvenez pas avoir fait ça cette année. En plus, vous n'êtes pas tous dans les mêmes groupes. Donc, Monsieur Bouquet, vous avez fait ça, vous, cette année, en spé physique, alors. Il y en a d'autres qui se souviennent avoir vu ça. Ouais. Juste la somme des forces. Bon, de toute façon, c'est un truc que vous ferez forcément en terminale. Ceux qui font spécialité physique l'année prochaine en terminale. Euh, c'est un principe de base de ce qu'on appelle la mécanique, qui est une partie importante de la physique. Hein. Alors, en plus, c'est beaucoup des maths. Donc, si vous êtes assez à l'aise en maths, ça devrait aller. Donc, voilà ce qu'on peut écrire si on a compris ce principe. En fait, un vecteur de coordonnées x, y, je vous rappelle qu'on peut également l'écrire comme ça. X fois le vecteur i plus y fois le vecteur j. Et donc, si j'utilise ce que je viens de voir, j'ai remplacé x par u scalaire i et y par u scalaire j. D'accord? Si vous n'avez pas trop compris ce que je viens de raconter, c'est pas très grave. Euh, c'est peut-être déjà un petit peu sophistiqué, entre guillemets, mais j'ai tenu à vous le montrer parce que normalement ça va vous aider quand vous allez faire des produits scalaires en physique pour trouver des coordonnées. On va exactement utiliser ça. D'accord? Donc vous le mettez dans un coin de votre tête si vous avez à peu près compris. Sinon, c'est pas grave du tout. Alors, propriété algébrique des vecteurs. Vous vous souvenez qu'on a expliqué, j'ai même expliqué ça assez longuement, qu'un vecteur était un objet à la fois géométrique et algébrique. Et on a listé des propriétés algébriques sur les vecteurs. J'espère que ça vous a laissé un petit souvenir. Même modeste, ce sera déjà ça de gagner. Donc on a vu qu'on pouvait ajouter des vecteurs, multiplier des vecteurs par des nombres réels, qu'on appelait des scalaires, qu'on peut en quelque sorte faire des opérations de distributivité, d'accord? K fois U plus V, c'était KU plus KV. Donc, enfin, des tas de propriétés qu'on a appelées des propriétés algébriques. Et je vous ai rappelé au passage que, enfin, je vous ai rappelé ou je vous ai appris au passage qu'en fait, toutes ces formules qu'on était en train de lister pour les vecteurs, il y avait des tas d'autres objets mathématiques qui pouvaient les vérifier, et que du coup, on parlait de structure algébrique, c'est-à-dire de quelque chose de très général. Donc des petites formules de base que vous avez vues dès que vous étiez petit sur les nombres réels, hein. Enfin vous n'appeliez pas ça les nombres réels à l'époque, mais bon, vous faisiez déjà de la distributivité, de la factorisation, etc. On a rappelé ce que c'était que l'associativité pour des opérations. Bon, on a vu que ça, pour des vecteurs, ça marchait aussi. Alors le produit scalaire est une nouvelle opération, même si c'est pas une opération classique, je l'ai rappelé tout à l'heure. Et cette nouvelle opération, elle a elle aussi des propriétés de type algébrique. C'est-à-dire on va vérifier si la distributivité ça marche, on va regarder si on a une sorte de théorème du produit nul, etc. etc. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle des propriétés algébriques, j'en ai listé quelques-unes. Alors c'est pas exhaustif, hein, on pourrait en mettre plus. Avec une petite particularité, la dernière formule qui est écrite ici n'est pas vraiment une formule algébrique. Tout simplement parce qu'ici vous avez la relation inférieure ou égale. Normalement les formules algébriques, vous avez surtout du type égal. Ceci dit, cette formule est super importante. Vous n'en aurez pas besoin cette année. Mais je voulais quand même vous la montrer, parce qu'en plus, géométriquement, elle est assez intuitive et assez jolie. Et elle sert énormément en mathématiques. Alors cette formule, je vous l'écrirai tout à l'heure, ça s'appelle l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Et c'est vraiment une formule de base des mathématiques. Il y a une démonstration très jolie qui utilise des polynômes. Ce que vous avez appris sur les polynômes du second degré. Donc on va mélanger ça avec, avec de la géométrie, enfin avec du calcul sur les vecteurs. Et ça permet de démontrer cette formule.
Bon, je vais pas vous le faire cette année, hein. C'est peut-être un peu, puis surtout c'est parce que j'ai pas le temps en fait. Mais s'il y en a que ça intéresse, donc mélanger un petit peu comme ça des chapitres qu'on a vus cette année qui a priori n'ont rien à voir, ben là justement c'est un bon exemple qui vous montre qu'en mathématiques tout est lié. Alors ceci dit, je vous concocte une petite démonstration de Pythagore qui utilise des polynômes. J'étais en train de vérifier avant qu'on commence si ça marche bien. J'ai eu cette idée tout à l'heure, je me suis dit tiens ce serait rigolo de faire ça. Je pense que je vais y arriver. Et je vous montrerai comment on fait. C'est pas une démonstration, enfin peut-être c'est un truc qui est déjà vachement connu, hein, mais je me suis dit, bon, ça, en faisant comme ça devrait marcher. Parce qu'il y a 600 façons de démontrer le théorème de Pythagore. Voilà, donc, mais ça c'est pour la suite. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on va faire? On va un petit peu commenter ces formules. Alors, vous allez voir, pour certaines, vous allez trouver ça hyper logique. D'autres, c'est peut-être un peu moins logique. Mais on va faire quelques commentaires, d'accord? Alors, première formule, vous voyez, je les ai numérotées. Vous prenez le vecteur nul. Vous voyez, je mets une flèche dessus, donc c'est bien le vecteur nul. Quand vous faites le produit scalaire de n'importe quel vecteur avec le vecteur nul, que ce soit à gauche ou à droite, vous allez toujours trouver 0. Et cette fois-ci, je dis 0 et pas le vecteur nul. Je vous rappelle que le produit scalaire donne toujours un nombre. Donc, le vecteur nul scalaire n'importe quoi, que ce soit à gauche ou à droite, donne toujours le nombre 0. D'accord? En fait, c'est à peu près évident. Pour le petit 1, on pourrait même faire une preuve, tellement c'est simple. Alors, preuves et commentaires. On va pas toutes les prouver, d'accord? Mais je vais quand même faire des petits commentaires. Alors, sur la formule 1, bah, ça paraît évident. On va quand même le prouver. Donc, si vous prenez un vecteur u de coordonnées x, y, et que vous faites le produit scalaire, avec le vecteur nul, qu'est-ce que vous allez obtenir? Regardez, ben, je vais faire donc u, je vais pas le recopier. Donc u scalaire v, si je fais ça, qu'est-ce que ça va donner? Alors pardon, c'est pas v, c'est le vecteur nul. Je rappelle que le vecteur nul, ses coordonnées sont 0, 0. Donc vous allez obtenir x fois 0, plus y fois 0, exactement. 0 plus 0, ça va faire... Vous savez quoi. Ok, donc on trouve 0. Et ce que j'ai fait à droite, je peux également le faire à gauche. C'est-à-dire, si je fais, cette fois-ci, le vecteur nul scalaire u, quand je change l'ordre, ben, changer l'ordre, vous allez voir, ça n'a rien changé au chemin biblique, puisqu'on va obtenir 0 fois x, plus 0 fois y, et ben ça fait encore 0. D'accord? Donc si on a un vecteur, excusez-moi, 0 fois y, et ça fait 0. Donc si vous avez le vecteur nul d'un côté ou de l'autre, forcément le produit scalaire va donner 0. D'accord? Ça paraît absolument évident. Alors ça nous fait penser à ce qui se passe avec les nombres réels, hein. Vous multipliez un nombre réel par 0, ça donne 0. C'est un peu... On peut faire une comparaison, comme ça, hein. On a quelque chose d'analogue avec la multiplication, qui est une vraie opération, sur les nombres. Ok? Donc il y a une analogie avec les nombres réels. D'accord? Là où il n'y a pas d'analogie, en revanche, c'est que vous n'avez pas le théorème du produit nul. Vous pouvez me rappeler ce que c'est le théorème du produit nul avec les nombres réels? On en a déjà parlé. Qu'est-ce que ça veut dire le théorème du produit nul avec les nombres? C'est quoi le théorème du produit nul avec les nombres normaux? C'est un truc tout bête, hein? On en a déjà parlé. Ça vous dit quelque chose ou pas? Très bien, monsieur Bouquet, vous avez un produit. Vous avez même eu le temps de mettre les mots en gras, dis donc. Ça, c'est de la pédagogie, hein. Fais gaffe, tu vas finir prof, hein. Alors non, Marion, c'est pas si on multiplie par 0, ça fait 0. Le théorème du produit nul, c'est plus sophistiqué que ça. Si vous avez une multiplication qui donne 0, c'est-à-dire on sait que le résultat a été 0, alors vous avez forcément un des deux nombres qui valait 0. Ça, elle fera ce qu'elle peut, ta maman, hein. Donc en gros, le théorème du produit nul revient à dire que les seules multiplications qui donnent 0,
sont celles qui contiennent un facteur nul. D'accord? Est-ce que c'est vrai avec les vecteurs et le produit scalaire? Eh bien, pas du tout. En revanche, il n'y a pas de théorème du produit nul. C'est-à-dire, ça veut dire quoi en fait? Vous pouvez trouver deux vecteurs qui sont non nuls et dont le produit scalaire fait 0. D'accord? Il existe des vecteurs alors on va dire des couples de vecteurs qui ne sont, alors, qui sont non nuls, d'accord, aucun des deux vecteurs n'est nul, et dont le produit scalaire est le nombre 0. Et d'ailleurs, ces vecteurs, comment on les a appelés tout à l'heure? Donc des vecteurs dont le produit scalaire faisait 0. Comment on les a appelés? C'est quoi le mot? On l'a dit il y a 5 minutes. J'ai fait un petit blabla dessus. Vous avez retenu? On les a qualifiés de vecteurs. Quand le produit scalaire fait 0, on dit qu'ils sont... Ça commence par un O. On va faire un pendu. Monsieur Bonijol, proposez-nous une lettre. On va jouer au pendu pour trouver le mot. Il sait pas. Alors, on dit qu'ils sont orthogonaux. Merci Agathe. Heureusement, il y en a une qui suit. Et en plus, je crois qu'elle a eu cours, elle, aujourd'hui. Alors, on dit qu'ils sont orthogonaux, ces vecteurs. Alors, regardez, on a vu un exemple, hein, tout à l'heure. Je vous le remontre. Ceux-là, vous voyez, ils sont pas nuls du tout. Hein. Ils n'ont même aucune composante qui fait 0. D'accord? Ben, leur produit scalaire fait 0. Donc, c'est une différence notable. Je vais les recopier. C'est une différence notable par rapport au nombre, parce que quand vous multipliez deux nombres, si ça fait 0, c'est qu'il y en a un des deux qui fait 0. Mais avec les vecteurs, ça marche pas. D'accord? Là, dans ce cas-là, vous avez bien U scalaire V qui fait 0. Pourtant, ils ne sont pas du tout nuls, hein, ni l'un ni l'autre. Ça marche? Donc vous voyez, bah, ça ressemble un peu, mais il y a des spécificités. Ok? Donc je vais un peu réduire l'agrandissement, là, parce que sinon... Voilà, il faut que je vois au moins mes formules. Donc voilà pour la première formule. Alors la deuxième formule, regardez, on a aussi une espèce de parallèle avec les nombres. Quand on fait U scalaire U, vous voyez, c'est ce qui est proposé ici, on dit qu'on obtient un carré scalaire. D'accord? C'est comme si on écrivait U au carré, si vous voulez. D'ailleurs, on peut admettre cette écriture. Hein. Alors, donc, petit commentaire maintenant sur la formule 2, que vous voyez ici. U scalaire U. Alors, la formule dit que c'est égal à la norme de U au carré et que c'est positif. Alors, on peut faire des commentaires là-dessus. Donc, en ce qui concerne la deuxième formule, donc l'expression U scalaire U est appelée un carré scalaire. L'expression U scalaire U est appelée carré scalaire. Scalaire. Et peut se noter. On peut écrire ça comme ça aussi. On écrit le vecteur U, comme d'habitude. Voilà. Et on met un petit carré au-dessus. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Ça veut dire U scalaire U. Ok? Bon. On va essayer de voir ce que ça donne U scalaire U. Donc, toujours pareil, si vous posez U égale x, y en termes de coordonnées, qu'est-ce que ça va donner U scalaire U? Je vous laisse le calculer. Qu'est-ce que c'est que U scalaire U? Faites le calcul et dites-moi ce qu'on trouve. Allez, à vous. Exactement, monsieur Bouquet ou mademoiselle Méjean. On va trouver x au carré
plus y au carré. Ça vous rappelle quelque chose, ça, x au carré plus y au carré? En général, c'est le genre de questions auxquelles... Je vais agrandir un petit peu, ouais. Alors, Jade, vous avez vous aussi des outils de zoom, hein, je vous le rappelle. Si vous regardez, il y a une petite loupe, il y a une petite icône noire en haut à gauche avec une loupe au-dessus d'une feuille. Ça permet, si vous voulez agrandir sur une partie, de faire un zoom. Parce que là, moi, je vais pas beaucoup pouvoir zoomer. Je vais essayer pour vous, si vous voulez, mais... Voilà. Je voudrais au moins avoir... Voilà. Bon, je sais pas si j'ai beaucoup zoomé, mais... Voilà. Alors, x2 plus y2... Effectivement, est-ce que c'est l'identité remarquable? Ben, la réponse est non. D'accord? Il n'y a pas d'identité remarquable qui va donner x2 plus y2. En tout cas pas avant d'avoir vu les nombres complexes. Donc non, c'est pas un problème d'identité remarquable là. Ça doit vous faire penser à quelque chose. Alors je l'ai rappelé quand on a fait les rappels sur les vecteurs aussi. Qu'est-ce que c'est que x2 plus y2 en fait? Allô, allô? Ça vous fait pas penser à un théorème ça? On met des trucs au carré, on les ajoute. Non, apparemment ça vous fait pas penser à un théorème. Alors, petit rappel sur les vecteurs. Oui, c'est la norme des vecteurs. Excusez-moi, c'est mon téléphone. Voilà. Très bien. Alors, ceux qui ont répondu la norme ou le... Je sais plus ce que vous m'avez dit d'ailleurs, je vais le regarder. Donc voilà, ceux qui ont dit la norme ou Pythagore, c'est exactement ça. C'est le théorème de Pythagore. Et ça permet de calculer la norme du vecteur. Plus exact, en fait, la norme du vecteur géométriquement, il faut comprendre ce que c'est tout simplement sa longueur. Donc, quand on fait ce calcul-là, qu'est-ce qu'on obtient? En fait, on obtient exactement la norme de U au carré. D'accord? C'est qui était écrit ici, d'ailleurs. Donc, on vient de le prouver. D'accord? Alors, géométriquement, qu'est-ce que ça représente? Géométriquement, cela représente la longueur. Excusez-moi. La longueur. Alors, c'est pas le mot exact, le mot longueur. En fait, le mot exact, vous l'avez rappelé, c'est le mot norme. C'est-à-dire sa norme. Ok? Donc, chose assez marrante, hein, quand on fait un vecteur scalaire lui-même, c'est-à-dire lorsqu'on calcule son carré scalaire, on trouve le carré de sa longueur. Alors, c'est pas la longueur ici, pardon, j'écris une bêtise, c'est le carré de la longueur du vecteur, c'est-à-dire le carré de sa norme. Alors en général, on est content quand il y a un carré. Pourquoi on est content? Parce que la norme, il y a une racine carrée. C'est racine de x2 plus y2. Donc si vous obtenez ça au carré, ben, la racine disparaît. Bon, c'est quand même mieux, non? Parce que les racines carrées, je sais pas vous, mais c'est pas plus sympathique que ça. Ok? Donc il y a un aspect géométrique. Alors conséquence de ça, ben, vous avez un nombre réel au carré, vous savez que c'est forcément supérieur ou égal à 0. Ok? Alors, on en déduit que c'est U scalaire et U est forcément supérieur ou égal à 0. Alors sans interprétation géométrique, on aurait pu le trouver, puisque quand vous écrivez x2 plus y2, vous avez forcément quelque chose de positif. Un carré plus un carré, ça fait forcément quelque chose de positif, c'est absolument évident. D'accord? Donc finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir que le produit scalaire, quand il est appliqué, disons, deux fois au même vecteur, c'est-à-dire lorsqu'on calcule un carré scalaire, donne une longueur au carré, et forcément quelque chose de positif. D'accord? Donc ça, c'est une propriété très importante du produit scalaire, on s'en sert, à un certain niveau, on s'en sert tous les jours. Voilà. Donc des propriétés qu'il faut connaître et qui sont à votre programme. Alors, deuxième propriété, est-ce qu'un produit scalaire, on vient de voir que c'est supérieur ou égal à 0. Est-ce que ça peut faire 0? Est-ce que quand je fais un scalaire, un vecteur scalaire lui-même, quand je calcule un carré scalaire, est-ce que ça peut faire 0 pile? On sait que c'est positif normalement, mais est-ce que ça peut être égal à 0? Alors que nous dit la propriété? On dit oui, c'est possible, mais uniquement avec le vecteur nul. Donc en fait, on retrouve une espèce de théorème du produit nul, mais dans une version light,
C'est-à-dire, si vous avez x fois x qui fait 0, c'est que forcément x fait 0. Alors là, c'est la même chose, mais avec des vecteurs. Si vous avez u scalaire u qui donne 0, bah, c'est que vous aviez forcément affaire au vecteur nul. D'accord? Alors on va essayer de le démontrer parce que c'est assez évident en fait. Donc, on va faire la preuve du petit 3. Petit 2, on a fait la preuve en fait aussi. Donc la preuve du petit 3, qu'est-ce que ça va donner? Donc je résume le petit 3. Je vais le recopier en fait. Alors, on va faire la preuve. Donc je vous rappelle qu'on doit démontrer dans le petit 3 ceci. Alors ceci est une équivalence. Bon. Alors je dis qu'il y a un sens qui est évident. Quel est le sens qui est évident? La flèche qui va vers la gauche ou la flèche qui va vers la droite? Donc je vous rappelle qu'une équivalence, en fait, cette double flèche, on peut le voir comme deux flèches. Une qui va de gauche à droite et une qui va de droite à gauche. Alors pourquoi la flèche vers la droite est évidente, Théo? Alors attention, c'est pas le nombre 0, hein, c'est des vecteurs. Alors en fait, la flèche qui va vers la gauche, c'est une conséquence du petit 1. C'est la même chose que le petit 1. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est une application immédiate du petit 1. Que dit le petit 1? Regardez. U scalaire vecteur nul, ça fait forcément 0. Et ici, vous avez vecteur nul, scalaire, vecteur nul. Ça peut faire que 0. D'accord? Donc, si je veux démontrer, on va commencer par la flèche qui va vers la gauche. Alors, la flèche qui va vers la gauche, en mathématiques, ça s'appelle la condition suffisante. Je vais l'écrire entre parenthèses, condition suffisante. Alors, pourquoi on appelle ça la condition suffisante? Regardez comment je vais traduire la propriété. Je vais dire le vecteur u et le vecteur nul suffit à dire que u scalaire u, ça fait 0. Si on a ça, ça suffit pour être sûr que le produit scalaire fait 0. C'est suffisant. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle ça une condition suffisante. En fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour démontrer la condition suffisante? Ben, il faut partir du fait que le vecteur u est égal au vecteur nul et démontrer qu'à ce moment-là, u scalaire u, c'est-à-dire le carré scalaire de u, fait 0. Il suffit en fait d'appliquer le petit 1. D'accord? Qu'on a démontré, hein? On a vérifié, c'est plus une vérification qu'une preuve. Pour en déduire que u scalaire u va faire 0. D'accord? Alors en fait, ce que proposait Théo, c'était même plus simple que ça. Il a dit, ben, j'ai qu'à faire le calcul. Si je fais u scalaire u en mettant que des zéros, ben, ça va faire 0. Il a raison. On peut présenter ça comme ça. Ce que j'ai voulu faire ici, c'est vous démontrer qu'en fait, c'était quelque chose qu'on avait en gros déjà vu. Vous voyez, on a fait ce calcul où il y a des zéros là. On l'a déjà fait une fois. Ben, c'est même pas la peine de le réécrire en fait. D'accord? Donc, vous pouvez refaire ce calcul en écrivant 0 fois 0 plus 0 fois 0 égale 0. Ou alors, vous pouvez dire, bah, vu ce qu'on a vu au petit 1, c'est sûr que ça va faire 0. Ça revient au même, en fait. Hein. Donc, on a démontré la condition suffisante. Alors, maintenant, il faut démontrer que la flèche dans l'autre sens fonctionne. Exactement, Théo. C'est pareil. Alors, si maintenant, je veux démontrer la flèche dans l'autre sens, excusez-moi, j'étais en train de lire ce qu'écrivait Théo. En mathématiques, ça s'appelle la condition nécessaire. Alors pourquoi la condition nécessaire? Regardez comment je vais lire la propriété maintenant. Si le produit scalaire est égal à 0, alors forcément, le vecteur est le vecteur nul. Autrement dit, il est nécessaire que u soit le vecteur nul pour que cette affirmation soit vraie. Puisque lorsque cette affirmation est vraie, forcément, le vecteur u est le vecteur nul. C'est pour ça qu'on appelle ça une condition nécessaire. Donc regardez comment on traite le u égale vecteur nul. Ici, elle doit être forcément vraie, c'est nécessaire qu'elle soit vraie, lorsque u scalaire u est égal à 0.
Tout à l'heure, on a fait le contraire. Lorsque U était le vecteur nul, c'était suffisant pour en déduire que U scalaire U faisait 0. D'accord? Voilà pourquoi on appelle ça la condition nécessaire. Et devinez comment on appelle aussi le symbole équivaut, du coup. On résume ces deux appellations, qu'est-ce qu'on dit? Le symbole équivaut, on appelle ça, devinez. Donc la flèche vers la gauche, c'est la condition suffisante, la flèche vers la droite, c'est la condition nécessaire, et la double flèche, on appelle ça, on dit une équivalence, et on dit aussi condition nécessaire et suffisante. Donc quand on a affaire à une condition nécessaire et suffisante, comme celle-là par exemple, on peut dire aussi qu'elle est équivalente à celle-là. D'accord? On fait un petit peu de logique. Alors je sais que ça vous fait mal à la tête, la logique, mais c'est assez important de faire des progrès dans ce domaine. Plus vous allez avancer dans vos études, plus on va vous demander de faire des démonstrations, des preuves, et donc il va falloir être un petit peu plus à l'aise avec ces concepts. Au début, vous allez beaucoup vous embrouiller, c'est normal, et puis au fur et à mesure, ça va un petit peu s'éclaircir. Alors là, ce que je veux que vous reteniez, c'est que quand on veut démontrer une équivalence, c'est pas compliqué. Il y a deux sens à traiter. Je suppose ce qui est à gauche pour démontrer ce qui est à droite, c'est la condition nécessaire. Et je suppose ce qui est à droite pour démontrer ce qui est à gauche. C'est la flèche vers la gauche, c'est la condition suffisante. Alors nous, on a démarré par la condition suffisante, parce que ça avait l'air évident. Maintenant, on va faire la condition nécessaire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va supposer que U scalaire U est égal à 0. Et il faut réussir à démontrer que forcément le vecteur U est nul. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on pose U égale XY comme tout à l'heure. Ok? Et qu'est-ce qu'on va obtenir? On en déduit que ben, U scalaire U, qu'est-ce que c'est? On sait le calculer, c'est x2 plus y2. Hein, on a fait le calcul ici, regardez. On a déjà calculé. Donc, vous faites ce calcul-là, c'est U scalaire U. Vous allez trouver x2 plus y2. Mais on nous dit que ça doit faire 0. Bon, donc je vais écrire x2 plus y2 égale 0. Ok. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc les coordonnées de U, c'est x et y, et on sait que x2 plus y2, ça fait 0. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que vous pensez des valeurs pour x et pour y? Qu'est-ce qui se passe? Quand x2 plus y2, ça fait 0. Qu'est-ce qu'on peut dire de x et de y? Donc raisonner en termes de signes. J'ai un nombre positif, x2, j'ajoute un nombre positif, y2, et je trouve 0. Qui est strictement positif? X et y? Bah s'ils sont strictement positifs, tu les mets au carré, ils restent strictement positifs. T'ajoutes deux nombres strictement positifs. Ça peut faire 0, ça? J'ajoute deux nombres strictement positifs. Qu'est-ce que je peux obtenir? Qu'est-ce que je ne peux pas obtenir? Ben en fait, on est coincé. x2, y2 sont des nombres positifs ou nuls, et en les ajoutant, ça fait 0. Ben, la seule solution, c'est qu'ils fassent 0, chacun. D'accord? x2, y2 sont tous les deux positifs, mais ils vont être forcément égaux à 0. Pourquoi? Bah, si vous en prenez un des deux qui est strictement positif, le résultat x2 plus y2 va devenir strictement positif. Et ça, c'est pas possible puisqu'il est nul. Donc c'est une façon de présenter les choses, c'est une sorte de raisonnement par l'absurde. Si un des deux, x ou y, est strict positif, genre 0, quelque chose, hein, même s'il est petit, peu importe, x2 plus y2 va lui aussi devenir strictement positif. Et c'est pas possible puisqu'il fait 0. Conclusion de tout ça, les deux sont nuls. Donc là, on peut le démontrer par l'absurde. Bon, c'est un peu inutile dans cet exemple-là, mais si vous voulez, on peut le rédiger. Alors, on va faire une petite preuve par l'absurde. Montrons par l'absurde. On va faire du latin ad absurdum.
Qui c'est qui fait du latin dans la classe? J'aime bien parler en latin. Ça fait très... ouais. Alors, montrons par l'absurde que x égale y égale 0. D'accord? Alors, comment on fait? Ben, par l'absurde, on va supposer que c'est pas vrai. Supposons que x ou y soit non nul, un des deux, quoi. Éventuellement les deux, hein. Donc, supposons que x ou y soit non nul. D'accord? Alors, x2, je ne sais pas duquel il s'agit, mais peu importe, il y en a un des deux qui est strictement positif. Vous êtes d'accord avec ça? Celui qui est dans nul, quand vous le mettez au carré, ben, vous allez obtenir un nombre strictement positif. Et ainsi, x2 plus y2 est lui aussi strictement positif. Et ça, c'est absurde, parce qu'on a supposé qu'il faisait 0. Alors, quand on dit que c'est absurde, ça veut dire que c'est contraire à quelque chose qu'on avait supposé, ou quelque chose qu'on connaissait. Ce qui est absurde. Alors, absurde, ça veut dire contradictoire avec la condition x2 plus y2 égale 0. D'accord? Donc j'ai supposé que x ou y était non nul, et je suis arrivé à un truc absurde. La conclusion, c'est que on est sûr que ils sont forcément tous les deux nuls. D'accord? J'ai fait une preuve par l'absurde. Alors s'ils sont tous les deux nuls, qu'est-ce qu'on a démontré? Donc le vecteur u, qu'est-ce que c'est? Ben c'est rien d'autre que le vecteur 0, 0. Ces deux coordonnées sont nulles. Ok? Alors, on a fait une démonstration par l'absurde. Objectivement, on n'était pas obligé. Il y a une autre façon de faire, plus simple. Mais encore une fois, c'est pour vous faire un petit peu raisonner, etc. Je trouvais que c'était sympa. De vous faire une petite preuve par l'absurde. Donc regardez, qu'est-ce qu'on a fait? On a supposé que u scalaire u était égal à 0. Et on en a déduit que forcément le vecteur u était le vecteur nul. D'accord? Ça, c'est le vecteur nul. Alors tout à l'heure, on a fait des parallèles entre le produit scalaire et le déterminant. Cette propriété, en revanche, elle ne marche pas avec le déterminant. Si vous faites le déterminant de u et de u, ça fait toujours 0. Ça n'implique pas que u soit le vecteur nul. Alors, je vais l'écrire. Cette propriété, c'est un petit commentaire, hein, ne fonctionne pas avec le déterminant. Si on fait la comparaison, qu'est-ce qu'on a? Si vous calculez le déterminant de u et de u, d'accord? Attends, je vais m'occuper de toi une petite seconde. Si vous faites, je finis juste ce que je suis en train d'écrire, et tu as raison de poser la question si c'est pas clair. Donc quand on fait le déterminant de u et de u, on trouve toujours 0. D'accord? Donc ça n'implique pas que le vecteur u soit nul. Quel que soit le vecteur u. Donc ça on peut le vérifier, c'est évident. Alors, Théo avait un petit souci dans la preuve. Alors en fait, avant que je lui réponde ici, ce qui ne marche pas, c'est la condition suffisante qui ne marche pas.
Non, pardon, la condition nécessaire. D'accord. Alors, Théo, ta question c'était quoi? Comment ils peuvent être strictement positifs à la ligne 2 et après on le déclare égal à 0? Ben, c'est le principe de la démonstration par l'absurde. J'aurais peut-être dû aller à la ligne, en fait, ça aurait été plus clair. D'accord? Je veux démontrer par l'absurde que x égale y égale à 0. Donc qu'est-ce que je fais? Je suppose le contraire. D'accord? Ce que je viens d'écrire en jaune, je vais le souligner en violet, c'est le contraire de ce qui est écrit là. Le contraire de x égale y égale à 0, c'est il y a un des deux qui n'est pas égal à 0. Donc je suppose ça. Et j'arrive à une contradiction. D'accord? J'arrive à un truc contradictoire. Donc ce que j'ai supposé entraîne quelque chose d'impossible. Ça veut dire que ce que j'ai supposé est faux. Ça veut donc dire que ça, c'est vrai. Donc je peux en déduire que x égale y égale 0. D'accord? C'est ça, Théo, le principe de la démonstration par l'absurde. Je veux démontrer quelque chose, je suppose le contraire. Si on avait remplacé soit par et, je comprends rien, soit par et, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire si là tu avais mis un et, c'est ça à la place du ou? Alors voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Le contraire de x et y sont nuls, c'est x ou y et non nul. D'accord? Le contraire de j'ai eu 0 en maths et en physique, c'est-à-dire qu'il y a une des deux matières, l'une ou l'autre, où t'as pas eu 0. Peut-être les deux, éventuellement. Mais en tout cas, si t'as pas eu 0 en maths ou en physique, on peut dire que l'affirmation j'ai eu 0 en maths et en physique est fausse. Donc le contraire d'un ou, c'est un et. Et le contraire d'un et, c'est un ou. D'accord? Alors ça, à force de le faire, ça va vous paraître plus naturel. Mais t'as raison, j'aurais dû insister là-dessus. C'était peut-être pas clair. Ça va pour tout le monde, ça? Le contraire de x est égal à y est égal à 0, c'est il y a un des deux qui est non nul. C'est bon? Dites-moi oui, s'il vous plaît, si ça va. Oui, ça va. Comme ça, je vois à peu près combien j'ai de oui. Bon. Attention, c'est pas des choses simples, hein. On est sur de la logique, là. Ok. Bon. Et ceux pour qui ça va pas, vous me mettez un nom, hein. Surtout, vous hésitez pas. Je peux y revenir, ça, c'est pas grave. Bon. Allez, je vais avancer un petit peu. Donc, petit bilan. Pour l'instant, je vous ai commenté, on va dire, les 3 premières formules. Ok? C'est des choses qu'il faut savoir. C'est à votre programme, hein, les résultats qui sont écrits ici, donc il faut bien s'en imprégner. Quatrième formule, comment je pourrais l'appeler? Regardez bien. U scalaire V égale V scalaire U. Comment on pourrait qualifier cette formule? Si vous voulez expliquer avec une phrase, qu'est-ce que vous diriez? Comment on pourrait expliquer ça en faisant une phrase? Tiens, bah, quand tu dois calculer un produit scalaire. Alors là, la phrase, ça va pas être réciprocité, c'est pas idiot comme formulation. On va parler de symétrie. D'accord? Pour une opération classique, on parle de commutativité. J'ai déjà employé cette expression. Commutativité, c'est quand vous pouvez permuter les deux termes, ou les facteurs, selon comment ils s'appellent. Ici, en fait, dans le cas du produit scalaire, on va plutôt parler de symétrie, mais c'est exactement la même idée. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, petit commentaire pour le petit 4. Excusez-moi. Donc, pour la formule petit 4. Ok. Alors, on dit que le produit scalaire est symétrique. Symétrique, ça veut dire, l'image est assez claire, hein. Un objet est symétrique, vous dessinez l'axe de symétrie,
Vous pouvez intervertir ce qui est à gauche et ce qui est à droite. Ben là, vous avez la même chose des deux côtés du point. C'est-à-dire que quand vous permutez U et V, ça va donner la même chose. Je vais essayer de m'exprimer correctement. D'accord? On voit bien l'idée de symétrie ici. Ok? U scalaire V égale V scalaire U. Alors, en fait, la démonstration serait assez simple. D'accord? Ceci est lié. Je ne vais pas faire la preuve, hein, mais à l'aspect, c'est un peu lourdingue, symétrique de la définition. Regardez dans la définition. Je vous la rappelle, hein, vous avez U scalaire V égale XX' moins plus Y'. D'accord? Regardez, si vous échangez les rôles de X et de X', et que vous échangez les rôles de Y et Y', c'est-à-dire en fait, si vous permutez les vecteurs U et V, ben, vous allez obtenir le même résultat. Pourquoi? Parce que la multiplication est commutative, on peut permuter le X et le X', et pareil ici. D'accord? Donc c'est à peu près évident. On ne va pas s'embêter à le rédiger formellement. Pour une opération classique, comme l'addition des vecteurs par exemple, on parle plutôt de commutativité. D'accord? C'est un changement de vocabulaire, mais en fait c'est la même idée. Donc le déterminant, lui, en revanche, ça ne marche pas. N'est pas symétrique. Alors on peut faire le test. En fait, on dit qu'il est antisymétrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous regardez le déterminant de V et de U, au lieu de faire le déterminant de U et de V, c'est très facile à vérifier. Donc le déterminant de V et de U. Et ben vous allez trouver en fait l'opposé. Quand vous allez permuter les deux, ça va changer le signe. On peut le vérifier, hein, si ça vous intéresse. Alors c'est une remarque, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire. Alors, attendez, je cherche, excusez-moi. Où j'ai écrit déterminant. Je l'ai écrit juste là. J'avais la flemme de le réécrire. Donc, déterminant de UV. Voilà. Ok, donc cette histoire de symétrie, c'est tout ça pour vous dire que c'est pas gagné d'avance. Ça dépend vraiment de la formule. Ok. Donc voilà pour la formule 4, donc il est important de la retenir comme ça, c'est une formule de symétrie. Après vous avez des formules 5 et 6, ça vous fait penser à quoi les formules 5 et 6? Regardez bien la tête qu'elles ont. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Très bien Théo. 5 c'est la distributivité, 6 c'est ce qu'on a appelé l'associativité, d'accord? Ce sont deux alors ça, ce sont deux formules hyper importantes. Il faut que ça marche à chaque fois. Ok, pour toutes les opérations qu'on crée en général, on aime bien quand on a des choses comme ça. Alors quand on a les formules 5 et 6, en fait, on dit qu'on a une linéarité de l'opération. Le fait que l'addition puisse se transférer, se distribuer, mais la multiplication par un nombre également. D'accord? On dit qu'on a ce qu'on appelle on dit qu'on a créé une opération linéaire. D'accord? Donc 5 et 6, c'est des trucs qui ressemblent à ce qu'on obtient avec les nombres normaux. D'accord? Donc 5 est une formule de distributivité, si on voulait comparer avec ce qu'on connaît déjà. Distributivité. D'accord? 6, on pourrait appeler ça une sorte d'associativité, si on veut. D'associativité. Lorsqu'une opération vérifie ces deux formules, on dit qu'elle est linéaire. Alors là, elle est linéaire à gauche et à droite. Parfois, le mot employé est aussi bilinéaire. Bilinéaire, ça veut dire que ça marche des deux côtés. D'accord? Vous reverrez ça quand vous serez un peu plus grand. C'est juste du vocabulaire. Hein.
Donc ça, en fait, c'est des propriétés qui ont l'air logiques. Alors, on s'attend à ce que ça marche pour des nombres standards. Vous savez que pour la multiplication des nombres normaux, ça marche. K fois X fois Y, c'est KX fois Y, c'est X fois KY. D'accord? Et la distributivité, vous connaissez bien ça. Alors la formule 7, ça vous devrait vous faire penser à quelque chose. Ça vous fait penser à quelque chose, la formule 7, regardez bien. Je peux faire un petit zoom si vous voulez. Alors, ça vous fait penser à quelque chose? Eh oui, c'est une identité remarquable. Eh bien, on va faire des identités remarquables avec les vecteurs. Pourquoi? À partir du moment où vous avez des formules de distributivité et d'associativité qui marchent, bah, c'est comme avec les nombres. Et bien, si c'est comme avec les nombres, assez logiquement, on va avoir les mêmes formules qu'on peut obtenir avec les nombres, notamment des identités remarquables. Alors là, j'en ai écrit qu'une, on va écrire les deux autres ensemble. Alors, on va commencer par prouver celle-là, et puis on va écrire les deux autres. Ok. Alors d'abord, je vais la recopier, comme ça vous l'aurez bien sous les yeux. Alors, je vais faire un petit peu l'arrière. Bien enlever ce truc. Ok. Alors, donc formule 7. Ok. On va l'écrire d'abord, c'est une identité remarquable. Waouh. Mais avec des vecteurs. Vous voyez? Alors, on va essayer de le prouver. Preuve. Comment on va faire? Ben, c'est pas compliqué, hein, on va utiliser les formules de distributivité. On y va. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que U plus V, le tout au carré? Ben, si vous vous souvenez de ce qu'on a vu tout à l'heure, regardez, je vous montre la formule. Quand vous avez comme ça une norme au carré, en fait, c'est aussi un carré scalaire. C'est-à-dire c'est le résultat d'un produit scalaire. Donc ça, en fait, c'est rien d'autre que le résultat de U plus V, scalaire U plus V. D'accord? Donc ça, c'est U plus V. Alors, je vais peut-être tout effacer, comme ça, c'est plus clair. C'est U plus V. Ah, je voulais pas des normes, je voulais des parenthèses, excusez-moi. Alors, attendez, ici, pour enlever les crochets, supprimer les caractères qui entourent. Ça, c'est rien d'autre que U plus V. Scalaire. U plus V. D'accord? Mais on a vu qu'il y a des formules de distributivité. Ah, on peut distribuer. Ben, je vais distribuer. On va appliquer directement la formule de double distributivité, comme si vous étiez avec des nombres 3, 4, 5, 6, ou des x, des y, ça revient exactement au même. Alors si je distribue, qu'est-ce que je vais obtenir? Ben, vous allez voir, ça va obtenir U scalaire U, ok, plus U scalaire V, un peu comme on ferait vraiment avec des nombres ou des expressions littérales avec des lettres. Je continue à distribuer, maintenant je vais obtenir V scalaire U, et puis ensuite je vais obtenir, dernier terme, V scalaire V. V scalaire V, je vais écrire sur. Ok. Alors qu'est-ce qu'on va observer? Bon, on va observer que U scalaire V et V scalaire U, c'est la même chose. D'accord? Puisque le produit scalaire est symétrique. Ok? U scalaire U, on l'a dit tout à l'heure, c'est la norme de U au carré. V scalaire V, c'est la norme de V au carré. Donc je vais trouver exactement ce qui est écrit ici. La norme de U, plus la norme de V au carré, pardon, norme de U au carré, plus norme de V au carré, plus 2 fois U scalaire V. Ok? Donc vous voyez, on a tout simplement, alors l'idée c'était quoi? On applique une double distributivité. D'accord? Alors, est-ce que les autres identités remarquables fonctionnent aussi? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y en a 3 des identités remarquables, d'accord?
Est-ce qu'elles fonctionnent aussi, les autres identités remarquables? C'est-à-dire avec un moins, et puis il y avait aussi un truc du genre A2 moins B2, qu'on a rappelé tout à l'heure d'ailleurs. C'est mademoiselle Méjean qui nous a rappelé ça. Exactement, monsieur Bouquet, vous avez le bon réflexe. Les formules sont toutes les mêmes. Les règles sont les mêmes. Ben, logiquement, on va pas le redémontrer comme je viens de le faire là. On va avoir les mêmes formules qui sont valables. D'accord? Donc on va l'écrire. Toutes les autres identités, enfin les autres identités remarquables, il n'y en a que deux. On va se calmer. Les autres identités remarquables se démontrent de la même façon. Donc on va juste les rappeler de la même façon. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va obtenir? En fait, tant que vous n'utilisez pas le théorème du produit nul, tout fonctionne. Je vous rappelle que le théorème du produit nul, c'est le seul truc qui ne marche pas avec le produit scalaire, contrairement au nombre réel. Alors, donc qu'est-ce qu'on va obtenir? La même formule, mais avec un moins. Donc si vous mettez un moins ici, vous allez retrouver un moins là. D'accord? Enfin, dernière formule. Donc la formule avec A2 moins B2. Alors ici, qu'est-ce que ça va donner? Vous allez obtenir... Alors, je vais l'écrire comme ça. Comment je vais vous l'écrire? Bon, je vais vous l'écrire comme avec les nombres réels. Comme ça, c'est mieux. Donc, norme de u au carré moins norme de v au carré. Qu'est-ce que ça va être? Allez, essayez de deviner ce qu'il y a de l'autre côté, tiens. Qu'est-ce que je vais écrire de l'autre côté? Mademoiselle Méjean, vous qui êtes la spécialiste de cette identité remarquable, qu'est-ce que vous nous proposez? Comme si c'était des nombres, faut pas avoir peur. D'accord? C'est des nombres d'ailleurs, on va faire un petit commentaire là-dessus. Personne? Alors c'est quoi la formule? A2 moins B2, vous voyez, on va essayer de raisonner par analogie. C'est A moins B, facteur de A plus B. Voilà. Quelle va être la seule différence? C'est que c'est pas une vraie multiplication. D'accord? C'est un produit scalaire. Donc ici, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire U plus V. D'accord? Donc on met un point à la place de mettre un fois. Tout à fait, vous avez tout compris. Monsieur Bouquet. U plus V, scalaire. U moins V. Alors un petit commentaire sur ces formules. Alors attention. Quand on manipule ces formules, il faut bien avoir des choses en tête. Oui, c'est la même formule en fait. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, on va obtenir exactement les mêmes formules. Mais attention, parce que dans ces formules, on mélange des vecteurs et des nombres. Donc il faut, hein, c'est ça qui est dangereux. Attention, bien repérer. Lorsqu'on a des nombres, d'accord? C'est-à-dire ce qu'on appelle des scalaires. D'accord, scalaire, c'est le mot un peu savant pour dire nombre en fait. Nombre réel. Ou lorsqu'on a des vecteurs. Ok? Donc ne vous faites pas avoir. Qu'est-ce que c'est que ça, par exemple? Ce que je viens de surligner là, c'est un nombre ou un vecteur? Ce que je viens de surligner là, une chance sur deux. Eh ben non, c'est un nombre. À partir du moment où tu vois écrit norme, ça veut dire longueur. On met au carré, c'est un nombre. D'accord? Ça, c'est un nombre. Ça, c'est un nombre. Et ça, qu'est-ce que c'est, U scalaire V? C'est aussi un nombre. Quand on calcule un produit scalaire, on obtient toujours un nombre. D'accord? Donc en fait, tous les termes, c'est-à-dire
tout ce qui est de part et d'autre des plus et des moins, sont des réels. Tous les termes. Je rappelle qu'un terme, c'est quoi, hein? C'est ce qui est ajouté. Sont des réels. D'accord? C'est que des nombres réels. Mais des nombres réels qui sont obtenus à partir de vecteurs. Seul, alors attention ici, quand vous écrivez ici par exemple U plus V, en revanche, ça c'est un vecteur. On va écrire en revanche. U plus V est bien un vecteur. D'accord? Donc dans chacune des parties de ces formules, essayez de ne pas vous faire avoir. Hein, c'est pas évident au début, vous allez un peu vous tromper. Mais vous êtes là pour vous tromper. Toute l'année. Et puis, enfin pas trop le jour du contrôle, hein, toujours pareil. Voilà. Donc, regardez, U plus V tout seul, c'est un vecteur. U moins V, c'est un vecteur. Et quand je fais le produit scalaire, ça devient, complété, ça devient un nombre. Ok, regardez ici par exemple. U scalaire U, c'est un nombre. U scalaire V, c'est un nombre. V scalaire U, c'est un nombre. V scalaire V, c'est un nombre. Donc ici, dans les formules, hein, vous ne faites qu'ajouter des nombres. Ici, en revanche, vous ajoutez des vecteurs. D'accord? Bon, ça peut être un peu piégeux, quoi. Hein. Mais vous allez vous faire avoir. Ça fait 1h26 que je blablate, on va s'arrêter là, je pense que vous êtes morts. Donc, dernier petit commentaire. La formule 8, donc elle est hors programme. D'accord? Donc je vais juste vous écrire ça, hors programme. Mais, affirmation très esthétique. Je vous expliquerai pourquoi je trouve ça esthétique. Alors mettez des guillemets à esthétique, hein. On peut trouver que les mathématiques c'est beau, c'est joli. Ça relève d'une émotion esthétique. Affirmation très esthétique, très utile. Appelée. Elle est même fondamentale, hein. Je vais l'écrire. Voire fondamentale. Appelée inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors c'est un nom compliqué, en fait c'est deux mathématiciens différents qui lui ont donné leur nom, Monsieur Cauchy et Monsieur Schwarz. C'est probablement les premiers à l'avoir démontré. D'accord. Et je vous ferai pas la preuve évidemment, c'est trop compliqué. Alors ce que je vous demande pour jeudi, donc déjà je résume, jeudi on se voit à 8h, donc s'il vous plaît, prévenez, je sais que vous avez un groupe WhatsApp, donc prévenez tout le monde pour 8h, ok. Donc dans chacune de vos classes, essayez de faire passer l'info. Voilà, vous êtes assez nombreux pour toucher toutes les classes. Donc de 8h à 9h30. Enfin 9h30, il faut que je parte un chouïa avant, mais bon. Si 9h30, ça devrait aller. Ah, monsieur Sass, mais vous avez cours le jeudi matin, monsieur Sass? Parce que normalement, si j'ai mis jeudi matin, c'est parce que personne n'a cours. Hein. Donc vous allez au bahut le jeudi matin, en fait, c'est ça. Hein. Tu vas au bahut à 8h. Bon, alors, s'il y en a qui